Et salut tout le monde, c'est Spice. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, à la miniature. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour l'épisode 4 de Jujutsu Kaisen qui était mémorable. Une fois de plus, j'ai envie de dire qui était mémorable, qui était juste masterclass. On va s'en parler tout de suite dans cette vidéo. Avant que celle-ci commence, n'oubliez pas, comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, partage, commentaire, tout est en description. Et on va se parler maintenant de l'épisode, les gars, qui était juste exceptionnel. Vraiment, un épisode très profond. En tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment intéressant, profond, des animations de fou, une mise en scène de la part de Mappa vraiment incroyable. On va détailler tout ça dans cette vidéo. Je vais essayer de faire partie par partie, hein. Même s'il y a, comparé à l'épisode d'avant, il n'y a pas énormément de... Il y a vraiment pas de... Comme l'épisode d'avant, vous voyez, où il y avait vraiment la traque meurtrière, les règles, etc. Là, on est dans un épisode beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, où ça va être très rapide dans les explications. Alors, en gros, souvenez-vous, donc dans l'épisode d'avant, on a donc Tengen qui a fait son apparition avec toute la fine équipe. Donc, ils étaient en train d'un petit peu expliquer l'objectif de Kenjaku, comment ils allaient faire du coup pour libérer Gojo, puisque je vous rappelle que c'est ça vraiment le but. En tout cas, actuellement, c'est libérer Gojo, puisque Gojo, c'est un peu pas le centre du monde, mais c'est un peu le perso le plus puissant. Donc là, tout le monde est un petit peu, ils sont dans la merde. Là, ils se disent, merde, comment on va faire pour l'aider? Et du coup, Tengen leur dit que voilà, pour libérer Gojo, il y a plusieurs solutions, notamment une, c'est d'aller chercher les objets maudits du clan Zenin. Et bien évidemment, c'est Maki qui s'y colle, puisque c'est un peu elle, pas la descendante, mais c'est elle du coup qui fait partie du clan Zenin. Donc, elle estime que c'est à elle de faire le sale travail. Et on va avoir un épisode vraiment masterclass dans toute la profondeur aussi de ce qui nous est apporté. Je vais essayer, comme d'habitude, de parler vraiment de l'épisode en globalité, mais je vais essayer de m'attarder sur des petits points qui m'ont semblé vraiment très, 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 très intéressants. Déjà, le début de l'épisode, on voit Maki qui arrive au clan Zenin et elle discute un petit peu avec Naoya. Donc maintenant, j'ai son prénom, voilà. J'avais pas son prénom dans le premier épisode, maintenant je l'ai, c'est Naoya, le blond, là, souvenez-vous, un peu condescendant, qui va du coup parler à Maki et la traiter vraiment comme de la merde, hein. Lui, il est misogyne au possible. Et c'est intéressant, en fait, de voir que Naoya, c'est vraiment le genre de perso, comme à l'époque, hein, vous savez, dans les grandes familles japonaises, c'était vraiment la femme soumise, ils étaient vraiment misogynes, ils étaient horribles en tout cas. Et ça nous est très très bien représenté, hein, puisque là, et du coup, Maki, en fait, elle passe juste 2 secondes, elle lui échange quelques mots et après, hop, elle se tire. Et elle va du coup dans les sous-sols, j'ai l'impression, du clan Zenin. Et on a la mère de Maki qui lui dit quelque chose du genre « N'y va pas. N'y va pas, tu risques de mourir en faisant ça, n'y va pas. » Et Maki, elle s'en fout en fait complètement. Elle trace sa route et elle arrive devant la porte, donc l'endroit où il y a tous les objets maudits du clan Zenin. Et la porte, les gars, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. La porte, elle fait peut-être 10 mètres de haut, elle est énormissime. Et Maki, elle ouvre la porte et elle se rend compte qu'il n'y a personne. Et oui, parce que ça, on va le savoir après. En fait, les membres du clan Zenin, ils avaient prévu qu'elle se ramène et donc potentiellement qu'elle essaye en fait de voler les objets pour se les approprier et après partir avec. Donc ça, il l'avait vu venir. Et on a du coup, je crois, Oji Zenin, donc le père de Maki, qui se ramène. Et on voit Mai sur le côté, qui est un petit peu en sang, hein, qui a un petit peu du sang partout. Et on se dit, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Mai, elle a essayé de faire un peu le sale boulot, en fait, à la place, du coup, de Maki. Et Mai, on la voit, du coup, qui est presque au bord de la mort, quoi, avec du sang partout et tout. Et là, le père de Maki qui lui dit clairement c'est votre faute à toutes les deux si je n'ai pas été chef du clan Zenin. Enfin, on se rend compte qu'en fait, lui, il attendait que ça. Il attendait vraiment la mort de ses 2 filles pour être en fait au sommet du clan Zenin, quoi. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que tu te dis, bon, d'accord, Maki, par exemple, elle n'a pas d'énergie occulte. Mai, au contraire, elle a de l'énergie occulte. Mais un dans l'autre, en fait, comme elles sont jumelles, eh ben, en fait, lui, il aurait aimé avoir des garçons, hein, clairement, à cette époque-là aussi, ça, je vous rappelle. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment des anciennes générations, ça, où vraiment, il fallait avoir des garçons et pas des filles. Donc pareil, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu stéréotypé, bien sûr, mais c'est vraiment pour nous montrer que l'ambiance du clan Zenin, elle est pas joyeuse, hein. Elle est vraiment pas joyeuse, c'est vraiment un clan de misogynes. En plus, où, visiblement, les femmes, elles sont vraiment plus bactères. Et vraiment, les garçons, c'est vraiment ceux qui sont au sommet. Et ça, on va voir que donc du coup, on a Jinichi, je crois, qui discute avec Naoya avant le combat entre Maki et son daron. Et une discussion assez intéressante. Parce que dans la discussion, on a Jinichi qui dit bien, bon, on sait que voilà, le clan Zenin et tout,
c'est toi qui es donc l'héritier du clan Zenin, mais on sait pertinemment aussi qu'il y a Megumi, donc, qui est aussi peut-être à la tête du clan Zenin, on ne sait pas encore, et il y a Mai et il y a Maki. Et en fait, ces trois-là, ils sont avec la famille de Gojo. Et on sait maintenant, enfin nous on le savait déjà, mais la famille Gojo et la famille Zenin, ils se détestent profondément depuis des générations. Et on sait que Gojo, c'est un peu... Enfin, Gojo, il est ami-ami avec Megumi. Comme Megumi il fait partie du clan Zenin, bah forcément, Megumi, c'est un petit peu un frein, quoi. Donc comme on sait que Gojo, maintenant, il est scellé, donc quasi, il est condamné à mort, quoi. Donc en gros, Gojo, c'est un petit peu finito pour lui. Et là, ils se disent, là, nos deux potes, là, ils sont en train de dire, bon, il faut que Megumi, on le termine, quoi. Il faut le terminer absolument, parce que sinon, en fait, on est tous morts, quoi. Et ça va mal se passer. Et on revient, du coup, juste après, à la scène avec Maki et son daron. Et là, son daron, clairement, elle pensait faire le poids face à son daron. Et là, son daron, on voit qu'il lui met 2 coups d'épée. Hop, elle est par terre. Elle est vraiment mal en point. Et il amène Mai et Maki dans une espèce de salle. Alors, j'ai pas très bien compris où ça se situe. Je pense que c'est comme une espèce de donjon, vous savez, un peu comme dans un château. Enfin, vraiment, un sous-sol où il n'y a rien, il n'y a pas la lumière du jour, il n'y a personne. Elles sont tout en bas dans une espèce d'arène. Et là, d'un coup, lui, il se tire. Donc, nous, on se dit, c'est la fin de Maki ou de Mai. Et là, on a une petite scène qui va durer un petit peu, où on a du coup Maki qui est vraiment par terre à 2 doigts de la mort, et on a Mai. Mai qui arrive, qui va pour la sauver. Et là, boum, on a une petite scène, je pense métaphorique, où on a donc Mai qui dit à Maki qu'elle va se sacrifier. Et là, attention, parce que quand elle dit qu'elle va se sacrifier, elle explique bien qu'elle va se sacrifier parce que comme elle est jumelle en fait avec Maki, Mai, elle a l'énergie occulte. Ça, c'est elle qui nous le dit. Maki, elle, n'a pas d'énergie occulte. Et le sort inné de Maki, son serment inné, c'est un petit peu comme Toji. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'énergie occulte, mais elle va le convertir en fait en force physique. Et là, d'un coup, donc il y a une belle discussion entre les deux où Maki, elle dit bien à Mai, non, tu vas pas te sacrifier, on est sœurs jumelles et tout. Et là, Mai, elle dit bien à Maki, je vais me sacrifier. Et j'ai une chose à te demander, en fait, s'il te plaît, c'est détruis tout. Détruis tout le clan Zenin. Et c'est tellement fort. Et là, en fait, Mai, elle est en train de dire à Maki, limite de la venger, en fait, du clan Zenin, parce que le clan Zenin, depuis le début, ils les mettent plus bactères et ça peut pas continuer comme ça. Et là, Maki, elle a un power-up de malade. Alors, dans ce power-up, j'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est Maki qui donne son énergie occulte à... Mai qui donne son énergie occulte à Maki, et donc Maki a une force incroyable et de l'énergie occulte, ou alors Maki absorbe l'énergie de Mai, toute l'énergie occulte, et toute l'énergie occulte qu'elle a absorbée, elle va le convertir en force physique. C'est vraiment ça la question que je me pose. Et là, on a une Maki qui va être surboostée, vraiment surboostée. Là, on a des tonnes de fléaux qui sont apparus, parce que, souvenez-vous, les fléaux, c'est à cause de l'énergie négative, etc. Ils apparaissent. Bon, Maki, elle les tue tous. Et là, on voit le vieux elle va arriver face à son daron. Et son daron, en fait, donc elle va carrément se battre avec lui et tout. Elle va lui claquer son épée, elle va tomber par terre. Et là, c'est super bien fait. Là, on a le bout de l'épée, en fait, avec de l'énergie occulte. Donc, ça fait comme un sabre. Et là, le daron, en fait, il va vraiment, comme s'il allait lui donner un coup d'épée. Et en fait, on voit qu'elle est vraiment 10 mètres derrière. Et on a la tête du vieux qui tombe par terre, avec un effet vraiment un peu à la Kurosawa. Vous voyez ce que je veux dire? Un effet blanc-noir, avec le sang rouge qui ressort. C'est super bien fait. C'est vraiment super bien fait. Et là, déjà rien que là, dans cette petite scène, il y a plein de choses à noter. Comme je dis, la profondeur de la scène, la mise en scène, et surtout le côté vraiment sanglant, quoi. Maki, là, elle a tué son daron, elle a tué son père, mais d'une efficacité vraiment, il a fallu un quart de seconde, et elle a tué son père. Et rien que là, déjà, c'est une petite victoire. J'ai envie de dire que c'est une petite victoire. Mais c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur de cet épisode, les gars, parce que je vous réserve la suite maintenant. On a Maki qui va se ramener face à, je crois, l'unité cadavérique, il me semble, dans le clan Zenin. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est, j'ai envie de dire, la garde rapprochée, on peut dire, des flamboyants. Les flamboyants, c'est donc Naoya, Jinichi, l'oncle, le père donc de Maki, et un autre gars, j'ai oublié son nom, vêtu de blanc, là.
qui vont du coup, enfin toute la garde va se ramener et ils vont aller face à Maki. Et là, les gars, on a une scène sublimissime de Maki contre tous ces gens, contre tous ces gardes. Et c'est une véritable boucherie. La mise en scène de Mappa, la musique, alors, qui est totalement décalée par rapport à la scène, ça fait penser bien sûr à Kill Bill. J'ai vu sur les réseaux que beaucoup avaient la ref à Kill Bill. Évidemment, ça fait penser à Bruce Lee, ça fait penser aussi à... Alors, c'est un peu... C'est pas le même esprit, bien sûr, mais moi, ça m'a beaucoup fait penser à Naruto, personnellement. Surtout à Itachi, qui va venger son clan, qui va tuer son clan. Pas pour les mêmes raisons, bien sûr, mais en tout cas, moi, ça m'y a beaucoup fait penser. Un Itachi qui va vraiment tuer tout le monde, et c'est ce que Maki va faire, avec des enchaînements sublimissimes, un effet noir et blanc, comme je disais tout à l'heure, à la Kurosawa, qui est incroyable. Comme dans Ghost of Tsushima, en fait, souvenez-vous, il y avait un filtre en fait en noir et blanc qui permettait de jouer comme dans les films de Kurosawa, en fait, avec du sang en rouge qui va ressortir. Enfin, c'était sublime. Cette scène-là, en tout cas, elle était sublime. Vraiment, elle était magnifique. Il y a plein de références, bien sûr, dans cette scène-là. Et ensuite, une fois que tous y sont morts, donc on voit quand l'effet noir et blanc s'enlève, boum, on revient à la réalité. Donc Maki, qui est devenu un monstre, vraiment un monstre en puissance. Il n'y a plus personne, il y a du sang de partout. Il y a vraiment plus personne. Et là, d'un coup, il y a le serviteur, là, vous savez, de Jinichi, je crois, qui va faire une espèce de technique où il y a des espèces de mains qui sortent du sol, qui amènent Maki, du coup, tout en haut, qui amène Maki vraiment en hauteur. Et on a, du coup, le fameux serviteur, je crois, qui s'appelle Jinichi. J'ai vraiment un nom, mais je crois que c'est lui, qui a une espèce de pouvoir lié à un champ de force, si j'ai bien compris, qui va bloquer Maki. Et on a, donc elle, évidemment, elle va pas faire long feu puisqu'elle va réussir à enlever le champ de force. Et on a aussi un mec, le mec en blanc là, qui va arriver, bon, qu'elle va découper vraiment en 2-2. Et on a le combat entre elle et Jinichi qui va pas durer très longtemps. Hein. Jinichi va faire une espèce d'attaque avec des milliers de coups de poing violets qui descendent sur Maki. C'était impressionnant, ça aussi. C'était vraiment magnifique. Mais elle, évidemment, elle va tout esquiver. Et elle est tellement balèze, en fait, que bon, le serviteur, il va mourir. En fait, il va se sacrifier, il va mourir. Et elle se ramène avec carrément la tête de Jinichi dans la main qu'elle va jeter dans la rivière. Ça, c'était fou. Ça, franchement, c'était juste incroyable. Cette scène était parfaite, en fait. Cette scène était vraiment parfaite, il n'y a rien à en dire. Et on arrive le combat de l'épisode. On arrive le moment que j'attendais, où on a Naoya contre Maki. Alors, on a Naoya qui va se ramener, une animation banger, comme d'habitude avec Mappa, une mise en scène de folie. Et là, on va avoir quelque chose. On va se comprendre que Naoya, c'était un fan de Toji. Comme je le suis malheureusement, hein. J'adore Toji. Et d'ailleurs, on va revoir Toji encore quelques fois là dans cet épisode, puisqu'on a un petit flashback après qui dure peut-être 10 secondes, 15 secondes, où on voit Toji Fushiguro qui se ramène. On voit Naoya enfant, hein. Je crois qu'il doit avoir peut-être 12 ans ou même pas, mais qui est fan de Toji en fait, et qui se dit... En fait, il est un peu contradictoire, parce qu'en fait, Toji n'a pas d'énergie occulte. Donc, il le dit d'ailleurs, hein. Oh là là, il n'a pas d'énergie occulte, c'est une loque. Vraiment, le mec, vraiment, il est naze de chez naze. Il dit ça, mais en même temps, il admire Toji parce qu'il a une force juste inégalée. Toji, il a une force incroyable. Si on se rappelle quand même que Toji, de tout le verse de JJK, c'est peut-être pour l'instant le seul perso qui a réussi à tuer, même si c'est pas vraiment ça, mais qui a réussi à tuer Gojo quand même. Donc, il n'a pas d'énergie occulte. Hein. Je vous rappelle que Gojo, en face, il a le 6e œil. Donc, il gaspille presque pas d'énergie occulte et il est extrêmement puissant. Donc, Toji, vraiment, c'est un monstre, le mec. C'est véritablement un monstre. Et Naoya, en fait, il nous explique dans ce petit flashback qu'il est très, très fan de Toji parce que, ben voilà, il n'a pas d'énergie occulte et tout. Malgré que ce soit une merde parce qu'il n'a pas d'énergie occulte, il est quand même ultra puissant. Et en fait, on voit, d'ailleurs, il le dit en fait à Maki, il dit mot pour mot, tu ne ressembles pas à Toji et tu ne l'égaleras jamais. En fait, beaucoup de gens là ont fait dans ce qu'il a dit, beaucoup de gens en fait se sont dit, ben Maki en fait elle devient Toji. Je suis un peu d'accord, mais je vous expliquerai après pourquoi, mais je suis un petit peu d'accord avec ça. En fait, je pense que Maki, elle est exactement comme Toji. D'ailleurs, c'est Jinichi à un moment qui dit Toji aurait pu détruire notre clan et il ne l'a pas fait. Et en fait, ils se rendent compte que là, Maki, grâce justement au sacrifice de sa sœur, elle est exactement comme Toji. En fait,
Je pense que c'est surtout un problème aussi. Les gens, en fait, ont eu beaucoup le côté aura farmer, etc. Vous savez, vraiment les personnages qui ont de l'aura, en disant waouh, Maki, elle a la même aura que Toji. Ce qui est un peu vrai, bon, en toute honnêteté, parce que quand. Bon, Toji, là, il est vraiment particulier hein, comme personnage, mais c'est vrai que là, Maki, elle s'en rapproche beaucoup. Elle a la même froideur que lui, j'ai envie de dire. Quand ils sont en train de se battre tous les deux, il y a vraiment un truc. Il y a vraiment quelque chose qui fait penser, en tout cas, à Toji. Moi, ça m'a fait évidemment beaucoup plaisir de revoir un tout petit peu Toji, mais c'était vraiment quelques frames. Ça m'a fait hyper plaisir de le revoir. Et bref, là, en fait, on voit que donc Naoya, il va charger Maki, il va lui mettre tout ce qu'il peut, et elle, de son côté, elle va comprendre comment fonctionne le sort de Naoya. Souvenez-vous, c'est les 24 images. Donc, en fait, elle a juste à compter le nombre d'images jusqu'à ce qu'en fait, à la 24e, il faut qu'il remette son sort à jour. Et donc, en fait, lui, le truc, c'est que à chaque fois qu'il est à 2 secondes d'épuiser son sort, ben, il le relance. Sauf que là, malheureusement, ça va pas marcher parce que Maki, elle a le bon timing et elle lui met un punch dans le visage qui est incroyable. Il y a même un effet, vous savez, rayon X, où on voit l'os, la partie droite de son visage qui est complètement en train de fondre. C'était juste absolument dingue ce que Mappa nous a proposé en termes de mise en scène, d'animation. C'était complètement fou. C'était complètement fou. Et on a la fin, donc je vais quand même terminer l'épisode avec vous. On a Naoya, donc là, qui est complètement par terre, hein, qui a vraiment perdu. Mais Maki ne le tue pas. Elle ne l'achève pas, en tout cas. Et on a une petite coupure où on a du coup Maki qui va voir sa mère, qui ne la tue pas non plus. Ça, pareil. Alors, j'ai pas vraiment compris, en fait, pourquoi Maki, elle n'a pas tué sa mère. Je pense qu'il y a une raison, peut-être, mais moi, je l'ai pas comprise, en tout cas. Dites-le moi donc, dans les commentaires. Mais on voit Maki qui, je vais pas dire tue sa mère, mais qui l'amoche, on va dire, assez grièvement quand même. Elle est salement amochée, la mère. Et on a du coup Naoya, après, en rampant par terre, qui dit un truc du genre ah là là, cette gonzesse, elle n'a pas été capable de m'achever, etc. Et on a la mère de Maki qui arrive avec un couteau pour le planter. Et là, elle meurt littéralement sur le coup. Hein. Quand elle plante Naoya, elle est morte. Et ensuite, on a un tout petit flash de la mère de Maki qui dit en fait à ses 2 filles « Je suis heureuse de vous et j'espère que vous allez détruire le clan Zenin ». Et on a Maki qui repart du coup avec le corps de Mai du coup. Et on a la petite blonde, vous savez, de l'école de Kyoto qui se ramène, qui était très attachée à Mai, qui dit « Oh là là, Mai, qu'est-ce qui s'est passé ?» et tout. Et là, Maki, elle lui dit bon courage pour la suite. Et elle se tire avec les fameux objets maudits qu'elle a eu le temps d'aller chercher après. Et on a cette fin d'épisode qui vraiment, moi en tout cas, j'ai apprécié. J'ai énormément apprécié cet épisode. Et en fait, cet épisode-là, il est un petit peu triste aussi parce qu'il banalise quelque chose qui est quand même grave. Maki, elle a quand même tué tout son clan par vengeance, j'ai envie de dire. Aussi, je tiens quand même à préciser que moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a fait. Hein. Quand tu vois Jinichi, Naoya ou son père, qui sont vraiment des misogynes finis, je pense que c'était vraiment ce qu'il méritait. Hein. Il méritait que ça, en vrai. Mais la façon dont ça a été apporté, en tout cas par Mappa, c'était vraiment complètement fou. Et je suis plus que fier, en tout cas, moi, d'avoir vu cet épisode-là. Sans spoiler, je vous rappelle, hein, je ne me suis pas fait spoiler cet épisode-là. Je ne savais pas du tout que Maki allait avoir ce power-up. Et franchement, ce moment-là, en tout cas, il va rester gravé pour moi. Parce que là, Mappa, ils viennent de mettre une claque à tous ceux qui pensaient que cet épisode allait être un petit peu moins bon que les autres. Et en fait, non, il est juste masterclass. Et l'épisode était très bon, une fois de plus. Très, très bon épisode. Et j'ai trop hâte de la semaine prochaine qu'on ait la suite de Jujutsu Kaisen, l'épisode 5. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite parce que franchement, Mappa sur cette lancée, ils sont impressionnants, les gars. Franchement, dites-vous que là, ils viennent de nous sortir 4 épisodes. Les 4, ils sont masterclass. À part le 3e, qui a un peu fait jaser parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup d'animation, on s'est fait chier, voilà. Et là, je pense que Mappa, ils se sont dit, maintenant qu'on vous a un peu expliqué les règles, on rentre dans le vif du sujet. Et là, je pense que c'était pile ce qu'il fallait. Un épisode comme on les aime, avec du bourrinage, évidemment, mais à la sauce Mappa, avec évidemment une mise en scène hyper travaillée, des musiques, elles sont au top. Elles sont vraiment top. Alors, elles ne m'ont pas autant marqué que beaucoup de gens, j'ai vu. Les musiques de JJK, elles m'ont marqué, mais celle, par exemple, de la saison 2, où on a Jogo Sukuna, était beaucoup plus intéressante. On sentait un peu un côté flippant quoi, avec Sukuna, donc c'était vraiment beaucoup mieux amené.
Là, j'ai trouvé que les musiques étaient très bonnes, mais un tout petit peu en dessous de ce que Mappa avait pu faire à l'époque. Mais sinon, ça reste un épisode exceptionnel, vraiment. Moi, voilà, je ne sais que dire. Je ne sais que dire et j'ai trop hâte de la suite. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Mappa va nous faire pour le prochain épisode. De ce que j'ai vu dans la preview, je me suis un petit peu spoilé, mais en même temps, ça paraissait logique. De ce que j'ai vu dans la preview, je pense on va avoir Yuji, Megumi qui vont chercher Akari. Et ça, je pense, ça va être pas mal aussi. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir. Nous, on se retrouve pour le prochain épisode. C'était Spice. Et à la prochaine. Ciao.